sur le Zoom, il vous voit ou pas là? Ou il voit que l'écran partagé? C'est juste qu'au début, avant qu'on partage l'écran, ça vaut peut-être le coup de partager la salle. On voit nous notre image on voit aussi notre image Ouais, mais en petit. Bon, ouais, bon, on peut partager en premier là. ouais, tu me parles, hein. Si le Zoom, ils nous entendent bien. Ouais. Alors, juste avant qu'on commence, est-ce que les personnes en distanciel nous confirment que vous nous entendez bien? Oui, manifestement. Ok. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, parce que merci d'être là. C'est important pour nous parce que finalement, c'est notre première soirée probablement d'une longue série pour l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. On est très heureux de vous recevoir dans ce bel amphithéâtre. Ce soir, on va discuter pneumopathie aiguë communautaire. On commencera d'abord par la présentation de ce que c'est vraiment une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, puisque vous le verrez, il y a quelques nuances avec une équipe d'avis, par exemple. Euh, on discutera ensuite autour d'un cas clinique. À chaque fois, il y aura des temps d'échange. Il faut vraiment que ce soit interactif. Vraiment, n'hésitez pas à nous dire comment vous accueillez finalement ces nouvelles recommandations, leur applicabilité, ce que vous en pensez, parce que l'objectif, c'est pas juste de présenter des recommandations et puis faites avec, quoi, hein. C'est vraiment de voir comment vous les intégrez dans votre pratique quotidienne. Et donc, il y aura ces deux sessions de questions-réponses. Et à la fin, si on a encore un peu de temps, on a aussi prévu un petit point vaccination, si jamais le temps nous le permettait. Donc, moi, je suis professeur Etienne, je suis coordonnateur de l'EMA, mais à la baguette ce soir, c'est pas du tout moi. C'est les quatre personnes que vous voyez ici, donc dans l'ordre du plus proche au plus loin de moi, donc le docteur Abeo Ayatmoussé, qui est médecin généraliste au sein de l'EMA. Le docteur Marin Moutel, qui est infectiologue au sein de l'EMA. Morgane Bonnet, qui est pharmacienne clinicienne au sein de l'EMA. Et Quentin Lecomte, qui est microbiologiste au sein de l'EMA. Voilà, donc sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour la présentation de l'EMA, puis des cas cliniques. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus déjà aussi nombreux. Déjà très bien. Et donc moi je vais commencer simplement par vous présenter le concept des EMA, donc des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Alors, je commence par le contexte, donc vous le savez évidemment. Vérifie juste sur Zoom, il voit bien l'écran, partage. Oui, c'est bon. Moi, je le vois là, je me suis mis là. Donc la démarche de la création des EMA s'inscrit dans le contexte de l'antibiorésistance, hein, qui a été définie comme une priorité mondiale par l'OMS, avec une étude parue dans le Lancet. Alors c'était assez récent, en 2019, avec plus de 5500 décès qui seraient estimés liés à l'antibiorésistance en France, et une prévision qui est quand même assez alarmiste. Donc d'ici 2050, entre 2 et 10 millions de décès par an dans le monde liés à l'antibiorésistance. Vous le savez aussi, donc chaque dose compte. Chaque jour, chaque prise d'antibiotiques augmente le risque de sélection de souches résistantes aux antibiotiques, donc avec l'émergence de BMR, et donc bactéries multirésistantes, et des BHR, bactéries hautement résistantes aux antibiotiques. Alors on est déjà bien confronté notamment aux entérobactéries productrices de BLSE, et on a une inflation importante aussi maintenant des entérobactéries productrices de carbapénémase, entre autres. Et puis la démarche EMA, ça s'inscrit vraiment dans le concept One Health, avec finalement l'écologie environnementale, l'écologie animale, humaine et microbienne qui sont étroitement liées, puisque les antibiotiques qui sont rejetés dans l'environnement, on le sait bien, ça a été prouvé,
sélectionne des mutants de résistance qui peut se retrouver en fait en clinique juste après. Alors, je vais vous parler de l'EMA et plus particulièrement de l'EMA Champagne, donc qui a été créé on est une jeune équipe créée en janvier 2025, donc avec évidemment 4 spécialités. Et notre zone d'activité, donc c'est le GHT Champagne qui correspond au GHT2. Je vais vous montrer la carte juste après. Et pour qui? Alors c'est pour tous les professionnels de santé, que ce soit le domaine public, le domaine libéral, le domaine privé, les EHPAD. Vraiment, ça concerne tous les professionnels de santé. Et donc, le principal objectif, ça va être de promouvoir le bon usage des antibiotiques avec 3 grands axes. Donc, apporter un support aux établissements et aux prescripteurs, mettre à disposition des outils et des formations ciblées, et notamment, alors là, on est vraiment sur ce point-là en ce moment, organiser l'offre d'avis en maladies infectieuses. Voilà le territoire sur lequel on va exercer donc notre action. Donc 2 départements, le sud des Ardennes et puis les 2 bons tiers de la Marne. Alors cette diapositive, c'était pour bien différencier les différentes équipes et notamment l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, donc l'EMA, qui a un rôle plutôt stratégique. Donc notre objectif, c'est d'adapter finalement la stratégie nationale du bon usage à l'échelle locale, à l'échelle du territoire, donc du GHT, en s'appuyant sur des référents et des correspondants. Donc à bien distinguer de l'équipe mobile d'antibiothérapie, qui a vraiment pour le coup un rôle clinique, qui va se déplacer dans les services et qui va donner des avis, faire de la formation au lit du patient. Et puis vous avez aussi l'équipe d'avis en antibiothérapie qui va répondre à des demandes d'avis intra, et c'est important de le préciser ce soir, également aux demandes d'avis extra-hospitalières, de manière non programmée, donc avec une réponse rapide. Et donc ce petit schéma, c'était pour bien replacer les choses. Donc nous, finalement, on est bien avec l'EMA dans le cadre stratégique à l'échelle du territoire. Donc on est en interaction directe avec les ARS, enfin avec l'ARS Grand Est pour le coup, et le CRATB Grand Est. Et puis en fait, on est finalement à la frontière avec le cadre clinique, puisqu'on va nous interagir avec, alors entre autres, mais principalement avec les référents en antibiothérapie et les équipes mobiles et les équipes d'avis en antibiothérapie. Alors on a commencé à développer, on a eu les premières publications du newsletter. Alors si vous l'avez demandé, vous allez être automatiquement inscrit, vous allez recevoir les prochaines. Et si vous voulez retrouver les anciennes newsletters, vous pouvez les retrouver sur le site du CHU, donc rubrique professionnelle de santé. Et même chose, on a édité en fait un premier petit support d'aide à la prescription. Donc c'est un petit livret format blouse, format poche. Vous en avez à l'entrée de l'amphi et sur la table au fond, où vous pouvez vous servir. Hein, et donc sur ce premier support, on s'est finalement concentré sur les durées en antibiothérapie avec les dernières recommandations. Et pareil, donc ça vous l'avez aussi dans le petit livret à la fin. Donc c'est l'ensemble des outils du bon usage en antibiothérapie qui sont disponibles. Donc il y a un certain nombre d'outils avec donc le but était de répondre finalement aux 5 questions. Donc le bon antibiotique sur les référentiels, la bonne posologie, la bonne administration, voie intraveineuse et hyperbosse, la bonne information, donc surtout pour la disponibilité des antibiotiques en ville, à l'hôpital, en rétrocession, et puis la bonne durée, hein, pareil sur les référentiels. Donc ça fait un petit mémo pratique. Du coup, on va passer vraiment à. Donc, l'objectif de notre équipe, c'était de développer l'offre d'avis qui n'était pas encore très claire pour le GHT. Donc, comment solliciter un avis en infectiologie en médecine de ville dans la région pour le GHT2? Bon, la première chose, c'est que dans la région Grand Est, le référentiel en ligne qui est mis en avant, c'est AntibioClick, qui est assez accessible si vous
vous allez sur le site du Centre de référence antibiothérapie du Grand Est, CRATB Grand Est. On peut le retrouver à cet endroit-là. Et ensuite, s'il n'y a pas les réponses attendues, donc la question qu'on se pose, déjà, est-ce que c'est une situation urgente ou une demande d'hospitalisation? Si oui, depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a un numéro qu'on diffuse maintenant plus largement pour ces questions urgentes ou ces demandes d'hospitalisation. Donc le 0310 73 67 86, on vous laissera des petites fiches aussi à la fin. Donc vous pouvez prendre des photos, mais il y aura tout, on va tout vous laisser à la fin sur une petite fiche support. Qui est de répondre du lundi au vendredi de 9h à 18h. Bon, en dehors de ça, de ces horaires, il y a besoin d'appeler le centre 15 si c'est urgent. Si ce n'est pas une demande urgente et qu'il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation a priori, on peut passer maintenant par OmniDoc depuis quelques semaines maintenant, avec une réponse au plus tard dans la journée pour toute question de maladie infectieuse. Alors il y a quelques canaux encore un peu différents. Parce que le centre de vaccination international, mais pareil, tout est résumé sur OmniDoc, c'est un mail à part. Les avis infectio-pédiatriques, c'est un médecin qui organise l'équipe, c'est le docteur Tromer, donc on vous a remis le numéro, son numéro et celui de son équipe. Et puis les infections rétro-articulaires complexes, c'est aussi une équipe à part, c'est le docteur Lebrun qui est l'infectiologue référente, avec un numéro et puis un mail aussi que vous pouvez retrouver sur OmniDoc. Donc la petite fiche qu'on vous a remis là, elle est disponible pareil à la sortie. Vous pouvez en prendre. On a fait des petites fiches plastifiées, puis on vous l'enverra aussi par mail dans le petit mail récapitulatif. Si vous voulez en imprimer d'autres ou la diffuser aussi de votre côté si un jour il y a des personnes qui ont besoin de ces infos-là. Alors comment ça marche OmniDoc? Je sais pas si vous connaissez. Il y en a qui utilisent déjà OmniDoc ou pas? Personne n'a jamais fait. C'est vrai que il y a de plus en plus là le CHU de Reims, ça vient juste de se lancer, mais il y a beaucoup de régions, d'hôpitaux qui l'utilisent maintenant depuis quelques années. Donc c'est assez simple et assez simple d'utilisation et ouais, didactique. Ça se présente comme ça. On s'inscrit assez facilement avec son RPPS. Une fois qu'on a un compte, en fait, on peut demander à n'importe quel hôpital un avis si l'offre est proposée. Donc en tapant Omnidoc CHU de Reims ou avec le QR code qu'on a remis, on tombe facilement dessus. Donc pour l'instant, il y a 3 services. Il y a la cardio qui vient de s'ajouter hier tout juste. Nous, la maladie infectieuse et tropicale, et puis la néphrologie. Donc en fait, quand on est requérant, on peut demander en faisant une nouvelle demande. En fait, ça va, nous, on choisit pas pour notre équipe, en tout cas, ça va au médecin référent du jour et à l'interne référent. On clique sur nouvelle demande et ensuite, on va à droite. Et ensuite, ça affiche un peu comme une conversation, c'est assez bien fait. On pose sa question, on peut envoyer des photos, des documents, des ECG, n'importe quoi. Et ensuite, on se répond comme sur un service de messagerie. Et nous, on peut aussi envoyer des ordonnances. On sait par exemple, des fois, il y a des prescriptions hospitalières ou des médicaments de la rétrocession, etc. On peut faire l'ordonnance hospitalière et vous l'envoyer pour que vous puissiez la donner directement au patient après. Et ça permet en fait de valoriser cette activité puisque le requérant c'est valorisé à hauteur de 10 euros et pour celui qui donne l'avis, c'est autour de 20 euros la valorisation, si je ne dis pas de bêtises. 30. Donc voilà comment ça se présente. Alors si vous voulez nous suivre, c'est tout nouveau un LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn. On partagera nos informations maintenant. Et puis on a aussi une chaîne YouTube pour lequel on a mis une petite vidéo capsule déjà de la première newsletter et puis on remettra cette formation si tout le monde est d'accord pour qu'on enregistre ce soir. Elle sera diffusée si personne ne s'oppose à l'enregistrement. Et je sais pas si tout le monde est d'accord, sinon vous pourrez nous dire à la fin. Et puis on remettra aussi notre deuxième vidéo capsule sur la newsletter qui fera le point sur les recommandations pneumoniques qu'on va voir juste après. Il y a un autre site qui peut être très utile, c'est le site du CRATB Grand Est, donc antibioest.org. Si vous tapez CRATB ou Centre de référence antibiotique Grand Est, vous tombez dessus sur Google. Il y a plein de newsletters auxquels on peut s'abonner, d'outils qui sont proposés. Il y a les agendas sur les formations dans la région en lien avec les maladies infectieuses, le bon usage en antibiotiques. Il y a plein de choses intéressantes et le site est assez bien fait aussi. Vous pouvez y faire un tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit sur l'EMA, sur OmniDoc? Est-ce que c'est des choses que vous pensez utiliser? Est-ce que vous y avez des besoins?
Est-ce que ça répond éventuellement à un besoin ou est-ce que vous aviez facilement des avis infectieux en passant par des canaux moins officiels? Peut-être là, pour moi faire une idée, est-ce que les médecins qui ont une activité de médecin généraliste en médecine libérale peuvent lever la main, que je me fasse une idée à hauteur de la salle? Ok. Ceux qui bossent dans des établissements de santé? Ok. EHPAD? Ok. Ça rentre dedans, hein, forcément. SSR? Ok. Bon, il faut savoir, donc là, c'est une présentation de l'EMA. Vous voyez bien qu'on est au cadre stratégique. C'est pas nous qui allons directement vous donner des avis, même si vous avez bien compris qu'il y avait des personnes communes sur les différentes activités. Mais par exemple, si au sein de vos CPTS ou au sein de vos établissements, il y a des volontés, je sais pas, par exemple, on prévoit prochainement de faire une soirée similaire sur les pneumopathies d'inhalation, par exemple. Eh bien, on peut tout à fait, déjà, diffuser ces informations-là, mais aussi vous pouvez nous exprimer vos besoins. Et comme ça, on peut essayer d'organiser des soirées, et puis on essaie de couvrir le plus de monde possible. Donc vraiment, on va avoir ce rôle d'offre de formation au sein de vos établissements. Mais pour ça, on a aussi besoin d'évaluer vos besoins. Et les établissements, par exemple, entre autres, ont reçu des questionnaires justement pour essayer d'évaluer un petit peu comment ça se passe localement dans les différents centres, pour qu'on puisse justement faire une cartographie à l'échelle du GHT et qu'on puisse derrière être là également. Alors c'est quelque chose qui a peut-être pas été beaucoup abordé, mais aussi pour des rapports annuels sur le bon usage de l'antibiotique dans vos centres. Bon, c'est un peu à la marge parce qu'on est surtout sur une soirée axée sur la médecine générale. Mais voilà, ça fait partie des rôles de l'EMA qui sont vraiment un rôle stratégique à l'échelle du territoire et de promotion du bon usage. Oui. Alors juste pour ceux qui sont en ligne, donc est-ce que Omnidoc remplace la plateforme de téléexpertise qu'il y avait il y a 2 ou 3 ans? Donc vous parlez probablement de Pulsi qui avait été. Non, alors Omnidoc c'est nouveau au CHU. Omnidoc c'est nouveau au CHU. Il y a une volonté du CHU d'utiliser Omnidoc en priorité, même s'il y a encore des RCP qui peuvent se passer sur Pulsi. À l'époque, il y avait aussi un système de téléconsultation qui avait été mis en place, notamment du fait de la pandémie de Covid. Mais ça va vraiment être Omnidoc qui a tendance à se développer. Nous, pour l'instant, c'est assez peu utilisé, mais clairement, dès qu'on est sollicité pour des avis, jusque-là, en fait, les médecins généralistes en fait, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Soit ils avaient le portable de quelqu'un, soit ils appelaient au standard, soit ils appelaient dans le service de maladies infectieuses, soit ils appelaient au secrétariat. On les repassait, c'était un peu le parcours du combattant, et en fait, ça, c'est des obstacles au bon usage. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cet effort de simplification et d'avoir finalement ce circuit unique. Mais ça nécessite aussi que du coup, ce soit bien utilisé, parce que si tout le monde appelle le numéro de la ligne directe pour la réponse tout de suite, elle va être très vite saturée, la ligne. Elle est déjà pas loin d'être saturée actuellement avec les avis intra-hospitaliers. Donc c'est vraiment important qu'on hiérarchise bien les avis comme ça. Sachant qu'on répond rapidement, hein. C'est que des avis seniorisés. C'est un interne qui est en réception de la ligne, mais tous les avis sont seniorisés. Pardon. Je ne sais pas si vous voulez compléter par rapport à ça. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Et en ligne, il y a peut-être des questions, je ne sais pas. N'hésitez pas en ligne aussi, hein. Je pense qu'on doit vous entendre si vous parlez au micro directement. Pas de questions. Ok. Bon, de toute façon, s'il y a d'autres questions sur les EMA qui vous reviennent, n'hésitez pas après. Euh, ouais, alors oui, avis infectieux assez facile par mail. Effectivement, avant de mettre Omnidoc, on avait mis en place un système de mail qui existe aussi, mais c'est pas ce qu'on veut privilégier. D'autant plus, les avantages, c'est que ce système-là permet une meilleure traçabilité. C'est une messagerie qui est cryptée, hein. Les échanges se font de manière cryptée. Vous êtes valorisé pour votre demande d'avis, on est valorisé pour notre avis. Les mails, c'est pas le cas et ça se perd. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun bénéfice à privilégier les mails par rapport à Omnidoc. Pour l'instant, en tout cas sur les premières, je crois qu'on a eu 9 avis depuis le début. J'ai eu mais ça fait pas un mois que ça dure, quoi. Voilà. Eh ben, on va passer au cas clinique.
Bonsoir à tous. Euh, Lors de cette soirée, on va parler des nouvelles recommandations qui datent de 2005 qui portent sur les pneumopathies aiguës communautaires. Et pour présenter sur le site de l'HAS, nous avons ces différentes ressources. Une qui est beaucoup plus en ambulatoire et l'autre en ambulatoire et en hospitalier sur le site de la SPILFOR. Et c'est des ressources qui sont assez libres, que vous pourriez lire pour revoir assez régulièrement les nouvelles recommandations. Et pour ces nouvelles recommandations, on a opté pour un cas clinique on aimerait bien que ce soit interactif, que ce soit beaucoup plus intéressant et que ce ne soit pas du par cœur ou qu'on vous sert. Vraiment, on aimerait qu'on échange sur ce cas clinique. Et pourquoi on a décidé de parler de pneumopathie aiguë communautaire? C'est parce que c'est la première cause de décès d'origine infectieuse dans le monde et c'est responsable de 4 millions de décès par an. Et c'est une pathologie qui coûte assez cher, surtout en hospitalisation. Et c'est pour ça que il serait vraiment bien qu'on essaye de faire un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. Ces recommandations c'est vraiment les pneumopathies aiguës communautaires en médecine ambulatoire. Donc, on n'aura pas les pneumonies nosocomiales, les infections compliquées, les exacerbations de BPC ou les pneumopathies d'inhalation. Alors, on va parler de Madame X qui a 66 ans et qui est diabétique, asthmatique, tabagisme actif 35 paquets année et qui, le mois précédent, a été traitée par pour une cystite par le monurine, la phosphomycine. Et elle a présenté une toux, une fièvre et une dyspnée. Le tableau est vraiment d'apparition brutale depuis 48 heures. Elle est fébrile à 38,8, 97% de sa en air ambiant, la tension artérielle est normale, cardiaque à 86 battements par minute et une fréquence respiratoire à 26 par minute. À l'auscultation pulmonaire, on a un foyer en basal droit et il n'y a pas de signe extra-respiratoire. Qu'est-ce que vous faites en premier chez cette patiente? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on lève la main pour chaque proposition, si vous êtes d'accord. C'est ça. Est-ce que en ambulatoire, en médecine de ville, est-ce que vous allez quand même faire une biologie ou vous n'allez pas le faire du tout? C'est surtout ça la question. Qui fait une CRP initialement pour le diagnostic, qui fait une PCT pour surtout dans le but d'orienter entre une infection virale ou bactérienne, qui fait ensuite CRP après au cours de la prise en charge pour voir si l'antibiothérapie est efficace, qui fait un suivi du PCT au cours de la PCT au cours de la prise en charge. Personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui se mouillent et ne font ni CRP, ni PCT, ni au diagnostic, ni par la suite? On a qui ont déjà lu les nouvelles recommandations. Oui, en effet, il n'est plus recommandé. En fait, il n'y a vraiment pas d'intérêt à faire une CRP ou une PCT pour le diagnostic, le suivi ou la durée, le pronostic du patient. En ambulatoire, dès que cliniquement, et ça, c'est une première évolution parce que l'ASPIL, c'est la première société savante qui se mouille et qui dit vraiment qu'on ne fait pas de CRP ni de PCT en médecine ambulatoire en ce qui concerne la pneumopathie aiguë communautaire. Donc, les dosages de la CRP et de la PCT ne sont pas recommandés de manière systématique pour le diagnostic ou le suivi des pneumopathies aiguës communautaires en ambulatoire comme en hospitalier. Et sur ces arguments, vous avez... Peut-être on peut demander s'il y a des réactions par rapport à ça. Oui. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut, s'il le faut. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas grand intérêt à ce qu'on... Boîte bleue, on peut parler dedans si... Qui veut la boîte bleue? Pardon. Moi, ce serait pas tant sur la CRP, mais plus comme elle est diabétique et un peu âgée, plus une fonction rénale pour adapter le traitement. Mais je ne suis pas de CRP. Effectivement. Hein. Et de toute façon, ils se mouillent, mais pas de manière systématique. Quoi, hein. Il y a quand même une nuance à prendre et je pense qu'il y a quand même un bon sens clinique à garder.
Une PCR, c'était pas ce qui était proposé, une PCR, mais vous en parlez peut-être un peu après. Alors, on avait dit qu'on laissait le sujet en débat. Les recommandations sont plutôt pas très claires sur ce point. Et effectivement, les nouvelles recommandations pour les PCR, si on parle des PCR syndromiques, elles disent quand même assez clairement, enfin, quand peut-être plus spécialiste que moi, sur les PCR syndromiques, alors avec plus de 4 marqueurs, de mémoire, ils mettent donc vraiment les PCR syndromiques étendues, elles sont plus du tout recommandées en ambulatoire. Et les PCR virales, donc la fameuse quadriplex grippe A, grippe B, Covid, VRS, pareil, normalement, il n'y a plus de recommandations à les faire chez les patients ambulatoires. Mais on s'est dit qu'après des années à dire qu'il fallait tester le Covid chez tout le monde, voilà, ça peut-être quand même, ça me fait bizarre de le dire comme ça. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Maxime. Est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense qu'il faut garder un certain bon sens. Je pense que là, la recommandation elle est dans le cadre des pneumopathies. Je pense que si vous êtes face à un tableau typique de pneumopathie aiguë communautaire avec un tableau brutal, vous n'avez pas une histoire virale qui traîne avant, la plus-value, elle est probablement pas très importante. Si vous êtes sur un tableau traînant, vous avez une hésitation diagnostique et tout, moi personnellement, je la ferai sans hésiter. Et puis après, c'est pas pareil de dire on va faire une PCR quadriplex et de faire un test antigénique au cabinet. Et ça, voilà, peut-être la place entre les deux n'a pas forcément été, et peut-être au contexte épidémique, avec une clinique qui est peut-être, voilà, mais la clinique doit être là en premier lieu pour orienter ce qu'on va faire. Moi, dans le tableau typique de pneumonie aiguë communautaire, j'ai un fouet de crépitant basse droite, la radio, elle est parfaite, et j'ai pas un réflexe qui vraiment me fait aller chercher quelque chose en plus. Personnellement, j'irai pas faire ni une PCR ni un test antigénique. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de la PCT en ambulatoire pour tout syndrome fébrile, par exemple? Et ben alors justement, la PCT, parfois ce qu'on entendait, c'était qu'il y a un peu différencier entre le viral et le bactérien. Il y a eu de nombreuses études qui ont montré que c'était pas du tout le cas et que c'était pas du tout spécifique. Il y a aussi des études qui avaient regardé éventuellement pour guider le suivi, la durée de traitement en fonction de la PCT. Et à chaque fois, ça a été très peu probant, avoir un échec total. Donc finalement, je pense que le message, c'est de dire qu'en tout cas, de manière systématique, ça n'a vraiment pas d'intérêt, que ce soit pour le diagnostic, le suivi, l'évolution. Et on va le voir un peu après aussi, c'est que la clinique, en fait, c'est notre meilleur outil. Et c'est un peu cool, puisque je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est qu'en fait, c'est nos mains, notre expérience qui sont peut-être les meilleures pour guider les durées de traitement et le diagnostic d'une pneumonie aiguë communautaire. Donc, du coup, on n'est pas remplaçable par des machines, pas tout de suite en tout cas pour ça. Accessoirement, la PCT n'est pas, enfin, elle n'est pas dans dans la nomenclature hein, en ambulatoire de mémoire. Et les études hein, sur la durée, alors la PCT, ça permet de réduire la durée, mais à des chiffres qui sont pas en dessous de ce qui est recommandé. Donc finalement, il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller en dessous de ce qui est déjà recommandé et de ce qu'on va discuter ce soir. On revient sur le cas de Madame X. On va en parler après. La Ouais. règle n'est pas faite parce que les radios, ça devient difficile aussi à en avoir. Oui. La plupart du temps, maintenant, personnellement, moi, je m'en passe si vraiment le tableau clinique est parfait, on a un foyer, la radio est pas spéciale. Alors, je ne déflore pas le sujet qui va être abordé juste après, justement, mais c'est extrêmement intéressant, effectivement. Mais effectivement, en tout cas, pour éclaircir sur ce que je voulais dire, même sans, parce que même sans, si j'ai un tableau typique, j'irai pas faire tant stratégique au cabinet avant d'avoir la radio. Donc, on revient au cas de Madame X. Est-ce que sur ces arguments, vous l'hospitalisez ou pas? Parce que c'est quand même une dame qui a 66 ans, elle est diabétique. Qui vote oui, qui vote non. Tout le monde. À l'unanimité, Madame X reste à la maison. Oui. Et oui, effectivement, Madame X n'a pas de critères d'hospitalisation. Avant, il y avait ce qu'on appelait communément du CRB 65 qui disait que dès qu'on avait un seul critère, on pouvait hospitaliser la patiente. La patiente, elle a 66 ans, mais elle ne présente pas de signe de gravité. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'hospitaliser. Et sur le site de l'HAS,
Il y a des critères qui peuvent vous amener à discuter si vous hospitalisez la patiente ou pas. Et c'est vraiment du bon sens clinique, en fait. La patiente, elle se présente, est-ce qu'elle a des signes de gravité? Et également, on peut prendre en compte des facteurs médico-sociaux, personne âgée isolée qui aura du mal à bien suivre son antibiothérapie, isolement social ou une observance thérapeutique. Voilà. Finalement, encore une fois, le bon sens clinique prime. C'est un peu le message de la HAS dans ses recommandations. Donc, chez Madame X, est-ce que vous réalisez une imagerie? Si oui, là ou lesquelles? Radiographie du thorax de façon systématique, une échographie pulmonaire, un scanner thoracique systématique, une imagerie de contrôle 48 heures, un scanner low dose à distance de la résolution de l'infection. La réalisation d'une imagerie n'est pas indispensable en l'absence de signes de gravité. Quel est votre choix? Qui vote A? Qui vote B? Qui vote C? D? E? F? Ok. Bon. Dans les nouvelles recommandations, la radiographie du thorax est souhaitable. Quand on a la possibilité de la faire, il faut vraiment la faire. L'échographie pulmonaire, c'est quand on a un expérimentateur expérimenté, parce que tout le monde ne sait pas faire forcément l'échographie pulmonaire. Et le scanner thoracique lodo, c'est quand la radiographie elle est équivoque ou quand, après une antibiothérapie bien conduite, avec une bonne observance à la bonne posologie, a été prise par la patiente sans amélioration et ou aggravation dans les 72 heures. Et pas de contrôle si l'évolution, même si vous avez un foyer initial, il n'y a pas, si l'évolution est correcte, favorable, pas besoin de faire une imagerie de contrôle ou en absence de facteurs de risque du cancer du poumon. Par contre, chez notre patiente, elle a plus de 50 ans, elle est tabagique active et elle fume plus de 60 paquets années. Et dans ce cadre-là, au moins 2 mois après l'épisode infectieux, quand le processus infectieux serait passé, le poumon serait bien nettoyé, il est indiqué de faire un scanner thoracique low dose pour voir si on ne passe pas à côté d'une pathologie tumorale. Et du coup, par rapport aux radios, C'est ça. vous en ville, c'est quelque chose de difficile d'avoir accès aux radios. C'est quoi le délai actuellement? Le délai, alors ça dépend, ça peut être 2-3 jours, mais les patients, il y a un moment, bon, ils vont faire la radio et ils vont 4-5 jours après. Il y a une information importante que je n'ai pas dite. En fait, si vous n'arrivez pas à avoir la radio dans les 72 heures, ça ne devrait pas retarder le diagnostic et le traitement. La mise sous traitement, c'est vraiment une urgence. Ouais, je suis d'accord Ouais, avec vous. Par contre, si l'évolution n'est pas favorable, bah, s'il passe la radio, Exactement. ça nous permet d'avoir Exactement. des éléments en plus. Même en tant que patiente, qu'est-ce qu'elle doit faire, la patiente, si elle n'a pas accès à la radio, imaginons qu'elle vienne aux urgences, qu'est-ce qu'elle doit faire du coup? S'il n'y a pas l'accès à l'imagerie, vous restez très clinique. C'est d'abord la clinique. Cliniquement, est-ce que j'ai des arguments pour une pneumopathie aiguë communautaire? Si oui, j'instaure tout de suite le traitement. Je n'attends pas la radio pour instaurer un traitement. De voir un foyer. Voilà. La radio est normale. Il n'y a pas de foyer pulmonaire à la radio. On arrête les ondes. C'est là l'intérêt en fait. Et là, de la radiothérapie, c'est que si elle est normale, on arrête l'antibiothérapie. Alors qu'avant, on disait, on finit le traitement d'antibio sur 8 jours, absolument, même si tout est normal. Parce qu'il est là l'intérêt de la radio. Et que si la radio est normale et que le patient va mieux, on arrête les antibiotiques. C'est pour ça que la remarque de tout à l'heure était intéressante. C'est-à-dire que, effectivement, je suis dans une situation qui est caricaturale,
La radio, elle va confirmer, mais on n'a pas l'impression que ça va changer forcément notre prise en soin. Après, voilà, si les choses n'évoluent pas bien, c'est bien, ça peut être aussi utile d'avoir une radiographie de référence initialement. Voilà, il y a des choses qui sont à la marge, mais effectivement, je pense que dans la majorité des cas, la plus-value ne sera pas énorme. Voilà la radio de Madame X avec un beau foyer en base droite. Quelle antibiothérapie quelle est l'antibiothérapie et la posologie que vous mettez à Madame X? En première intention, bien sûr. Et le cas clinique est épinglé là-haut pour revoir les informations. Une petite information en plus, elle n'avait pas d'allergie et elle a un poids de 60 kg. Elle n'est pas en Et, surpoids en et obésité. on sous-entend qu'elle est normo-rénale, elle n'est pas reliée. Vous aviez une créate récente qui est tout à fait normale. Qui vote pour l'amoxicilline en A? Très bien. L'augmentin en B. Ouais, t'es nul. Il met des C3G orales, le Cefixime, le Roken. Est-ce qu'il y en a qui mettent de la ceftriaxone 1 gramme par jour? Et eux, les lévofloxacine, personne. On n'a pas mis l'infectio, mais on aurait pu. Antibiotique, c'est une bonne réponse. La bonne réponse, c'est l'amoxicilline. Et je pense qu'après, il y a un débat. La diapo, non, tu peux revenir. Ouais. Aujourd'hui, en première intention dans les pneumopathies aiguës communautaires, quand la patiente n'a pas de comorbidité qui impacte sur l'antibiothérapie à mettre en première intention, c'est l'amoxicilline. Et là, on a fait exprès de choisir les antécédents. Le diabète ne fait pas partie des comorbidités qui entraînent une modification de l'antibiothérapie à mettre en première intention. L'asthme, pareil. L'âge également de façon isolée, sans les autres comorbidités qu'on vous présentera plus tard, il n'est pas à prendre en compte. ABO, bon, a priori, il ne capte pas les diapositives. Il ne voit pas les diapositives en ligne. Désolé pour les personnes en ligne. C'est écrit qu'on a partagé l'écran, mais Ça marche parce que... est-ce qu'en ligne, vous pouvez nous dire si vous voyez les diapositives? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je disais pour Madame X, elle n'a pas de comorbidité. En fait, en première intention dans les pneumopathies aiguës communautaires, c'est vraiment l'amoxicilline. Pourquoi? On verra ça un peu plus tard. Et les comorbidités qui sont citées chez Madame X ne font pas partie des comorbidités à prendre en compte dans le changement de l'antibiothérapie de première intention. Donc, ça, on sera vraiment simple. C'est l'amoxicilline 1 gramme x 3 par jour chez une patiente qui n'est pas obèse et qui a une bonne fonction rénale. Et les C3G, les céphalosporines orales sont exclues. Ça, en fait, c'est pénalisé par leur mauvaise biodisponibilité. Voilà. Là, je vous représente le même cas. Madame Inks qui a une maladie rénale chronique avec un DFG à 28 ml par minute. Qu'est-ce que vous mettez en première intention chez Madame Inks? L'amoxicilline 1 gramme x 3 par jour. Qui vaut pour ça? L'amox 1 gramme x 3. Augmentant 1 gramme x 3. Qui vote pour ça? Augmentant 1 gramme puis 500 mg x 3 par jour. La ceftriaxone 1 gramme par jour. L'azithromycine 500 mg J1 puis 250 mg par jour.
Vous avez le droit à un outil bonus si vous voulez. Pour Laurent. Alors, antibiotiques plus. C'est vrai que c'est pas facile de savoir par cœur en fonction du DLG chaque posologie. Et, et voilà, donc ça va être de l'augmentant 1 gramme, puis une dose de charge de 1 gramme, puis 500 mg x 3 par jour. Et ce qui vous permettra d'avoir cette posologie, c'est le GPR, qui est un outil de bon usage d'antibiotiques qui permet d'adapter les antibiotiques à la fonction rénale. Et c'est accessible via le Vidal. Vous créez un compte gratuitement sur le Vidal et vous avez accès directement et gratuitement au GPR. C'est un outil qui est validé par la SPILF et donc vous avez des posologies qui sont différentes de celles du RCP, d'où l'intérêt d'utiliser cet outil. Ça vous permet de temps en temps d'utiliser des posos un peu plus importantes que celles qui sont préconisées dans le RCP du produit. Par exemple, là, si vous allez dans le RCP du produit et que vous mettez 28 ml minutes, ça vous met contre-indiqué. Donc, en fait, les RCP, pour rappel, ils sont déposés au début de la commercialisation du médicament et pas réactualisés. Et le GPR, c'est un outil qui est validé par la Société savante d'infectiologie, la SPILF. Donc, c'est quand même bien pratique. Vous rentrez l'état rénal de votre patient. La mine diapo peut-être juste après. Donc, ça se présente comme sur la diapositive. Vous cochez bien patient non dialysé, donc vous mettez le DFG. Si votre patient est en hémodialyse, vous avez aussi l'option hémodialyse où vous pourrez cliquer. Et au niveau de l'ordonnance virtuelle, vous mettez le médicament. C'est pas seulement les antibiotiques, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres médicaments qu'il faudra adapter à la fonction rénale. Et elle vous met la posologie identifiée en rouge en bas. Et on a la posologie usuelle qui est 1 gramme fois 3 par jour. Et la dose identifiée chez notre patiente qui présente un début de filtration glomérulaire à 28 ml. Voilà. Donc, sur cette diapositive, c'est une diapo qu'on retrouve sur le site de la SPILF qui énumère les comorbidités à prendre en compte dans le choix de l'antibiothérapie à mettre en première intention chez notre patient. Et dans cette liste, vous voyez bien qu'il n'y a pas il y a pas le diabète, il n'y a pas l'asthme. Par contre, il y a la BPCO sévère ou l'usage de l'oxygène longue durée, l'insuffisance cardiaque congestive, hépatique, l'insuffisance rénale. Et chez notre patiente, elle a un critère qui est l'insuffisance rénale chronique. Et c'est ce qui nous fait modifier l'antibiothérapie qu'on mettra en première intention. Donc, une seule comorbidité suffit à modifier le choix de l'amoxicilline qu'on met en première intention dans les pneumopathies aiguës communautaires. Mais l'âge sans comorbidité n'est pas un critère à prendre en compte. Et l'asthme également n'est pas un critère à prendre en compte. C'était les petits pièges. Et chez notre patiente, elle a eu récemment, dans le mois précédent, parce que dans les critères, il y a antibiothérapie dans le mois précédent. Et dans le mois précédent, notre patiente, elle a eu de la phosphomycine. Et on voit en bas, on dit sauf nitrofurantoïne, phosphomycine orale et pivmécilinate. Donc, c'est les antibiotiques de la cystite, en gros, qui, il ne faut pas le prendre en compte dans l'antibiothérapie récente. Et dans les pneumopathies aiguës communautaires, la bactérie à ne surtout pas rater, c'est le pneumocoque, parce que c'est le plus fréquent, c'est le plus mortel, et il est responsable de tableau brutal. Et la bonne nouvelle, c'est que 97% des pneumocoques qu'on a restent sensibles à l'amoxicilline. Et si votre patient vient vous voir au cabinet dans le cadre d'une pneumopathie aiguë communautaire post-grippale, les germes qui sont les plus incriminés, nous avons le pneumocoque, le streptocoque pyogenes, le staphylococcus aureus et l'hémophilus influenzae. Les deux dernières il y a des souches qui sont résistantes à l'amoxicilline. Donc, dans ce cadre-là, en première intention, chez un patient qui fait une pneumopathie post-grippale, ça va être plutôt de l'augmentant et pas de l'amoxicilline. Et quand on a des arguments pour des germes atypiques, le début qui est progressif, un contexte épidémique, les signes extra-respiratoires comme des signes cutanés ou des signes digestifs ou un échec des bêta-lactamines après 72 heures de traitement bien conduit,
mais on va plutôt switcher vers les macrolides en ce moment-là parce qu'on va plus penser aux atypiques. Et au fait, ce qui est vraiment important à souligner, c'est que le mécanisme de résistance finalement du pneumocoque, il ne s'agit pas d'une sécrétion de bêta-lactamase. Donc, il n'y a vraiment pas d'indication à mettre de l'augmentant parce que l'acide clavulanique, c'est pour contrer la sécrétion de bêta-lactamase. Donc, vous avez beau mettre de l'augmentant sur le pneumocoque, vous n'aurez pas une plus-value finalement. C'est vraiment les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, c'est au niveau de la cible des bêta-lactamines. Et donc, dans les souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, ces pneumocoques restent quand même sensibles à l'amoxicilline à forte dose. Et l'amoxicilline, 1 gramme x 3 par jour, c'est déjà considéré comme une forte dose. Donc, vraiment, c'est la première bactérie à viser, c'est le pneumocoque. Il n'y a aucun intérêt à mettre de l'acide clavulanique en plus de l'amoxicilline parce que ce n'est pas le mécanisme de résistance des pneumocoques. Voilà, et juste rajouter effectivement sur les packs post-grippales. Donc en fait, ça va surtout être à cause du Staph aureus qu'il faut mettre de l'augmentin, notamment parce que vous avez 90% des souches qui sont de toute façon résistantes à l'amox avec une pénicillinase. Et l'Haemophilus influenzae, vous êtes déjà au moins à 25% de souches résistantes. Donc c'est pas, voilà, l'amoxicilline, on prend trop de risques. Donc, c'est l'algorithme pour le choix des antibiotiques. Il y a les comorbidités que je vous ai présentées dans le tableau précédent. Une antibiothérapie inférieure à 1 mois, hors antibiothérapie de la cystite, bien sûr, et une hospitalisation dans les 6 mois. Si oui, on met de l'augmenter en première intention, et sinon, vraiment, l'amoxicilline 1 gramme x 3 chez le normorénal et le patient non obèse suffira largement. Et en cas d'allergie, chez le patient qui ne présente pas de comorbidité, ce sera la pristinamycine. Et si le patient a des comorbidités, ça sera la ceftriaxone. La cefpotaxime, c'est pas très pratique en médecine de ville parce que c'est 3 injections par jour. Voilà, en médecine de ville, ça n'existe pas, c'est en rétrocession hospitalière. Voilà. Et la lévofloxacine, c'est uniquement, vraiment uniquement quand on a des cas d'allergie grave confirmés au bêta-lactamine. Et en cas d'échec à 72 heures, si vous avez des arguments pour des atypiques, notamment des signes extra-respiratoires, un tableau qui débute pas de façon brutale, en ce moment, on ira plus vers les macrolides, la spiramycine, la clarithromycine, l'azithromycine et en cas d'allergie, la pristinamycine ou la doxycycline. La question, c'est 1 gramme de ceftriaxone ou 2 grammes? Oui, notre patiente a fait 60 kilos et 1 gramme normalement suffit pour ce poids. 1 gramme, ça suffit dans l'immense majorité des situations. Ça arrive que dans des infections hospitalières chez des patients en situation d'obésité, on augmente les doses à 2 grammes. Il y a des situations cliniques où on va monter à plus. Ça va être soit les méningites, soit les endocardites, en gros. Certaines infections ostéo-articulaires. Mais globalement, avec 1 gramme, dans l'immense majorité des cas, vous êtes à une posologie qui est tout à fait efficace. Oui, c'est possible de le mettre. En plus, sous-cut, il y a eu une alerte de l'ANSM il y a quelques années. Ouais. Sous-cut, Oui, parce qu'il y a un... Ah bah merci. En effet, il y a eu, Emmanuel, tu as raison, il y a eu une alerte à ANSM sur l'utilisation sous-cut de la ceftriaxone. Alors nous, en pratique, on l'utilise beaucoup parce qu'en fait, que ça soit des prescriptions ambulatoires ou hospitalières, perfuser un patient à domicile, c'est compliqué. Et en fait, ça se passe relativement bien. Après, il y a des petites précautions à suivre. Nous, on fait de la perfusion lente en sous-cutanée sur 30 minutes. Et bon, nous, on utilise beaucoup d'antibiotiques par voie sous-cutanée, même si ce n'est pas les recommandations. Mais en fait, c'est pour le choix de certains antibiotiques en fonction du profil patient, c'est quand même bien utile parfois. Et la SPIF avait fait une réponse pour se positionner sur le sous-cutané suite à la NSM pour dire qu'ils étaient en complet désaccord. Et il y a des recommandations qui vont sortir et qui vont mettre les choses à plat avec des données de plus en plus de publications sur la sous-cutanée et tous ses avantages. Et nous, on l'utilise aussi beaucoup, même en hospitalier,
parce qu'il y a quand même de nets avantages par rapport à une voie veineuse dès qu'on peut, beaucoup moins d'infections et de iatrogénie. Donc, nous, on est plutôt pro-sous-cut. D'être relu par les experts. Donc la Société française de pharmacie clinique le relie. Il va y avoir un guide sur beaucoup d'antibiotiques et on retrouvera bien pour l'avoir la ceftriaxone dans ce guide. À J3, vous revoyez Madame X dans votre cabinet qui a une tension à 135-85 mm de mercure, une saturation à 98%, 78 de fréquence cardiaque et une fréquence respirée à 16 cycles par minute. L'évolution est nettement favorable, elle ne rapporte pas de dyspnée bien qu'une toux persiste. Des crépitants en base droite persistent mais sont en diminution. Quelle est votre conduite à tenir concernant la durée de l'antibiothérapie? Est-ce que vous arrêtez déjà à J3? Est-ce que vous poursuivez? Qui arrête à Qui arrête J3? à J3? Il y a 2 courageux. 3. Qui poursuit jusqu'à J5? La majeure partie. Et J7, vous avez coupé la poire en deux. La, Personne. 14 jours. Personne. la bonne réponse, c'est qu'on arrête à J3. Après, ça va mettre du temps à se nettoyer au niveau des poumons. Et la toux également peut persister sur des semaines. Mais si cliniquement la patiente n'est plus, elle est apyrétique, on verra tout à l'heure les critères de stabilité sur lesquels il faut se baser pour juger de l'arrêt de la limitation de l'antibiothérapie à J3 ou à J5 ou à J7. On verra ça tout à l'heure. Et donc là, c'est la deuxième révolution par rapport à la durée de l'antibiothérapie. Et il y a eu des études qui ont été faites. Bon, donc là, nous avons les critères d'amélioration de stabilité. Si notre patient n'est plus fébrile, n'est plus polypnéique, une fréquence respirée à 24 cycles par minute, une bonne saturation en oxygène, une fréquence n'est pas tachycarde et n'est pas hypotendue, une tension artérielle normale. Dès que vous avez ces critères à J3, vous pouvez déjà arrêter l'antibiothérapie. Et si finalement vous les avez à J5, vous l'arrêtez. Et dans les pneumopathies aiguës communautaires non compliquées à prendre en charge en ambulatoire, il n'y a pas de raison de poursuivre l'antibiothérapie au-delà de 7 jours. Vous pouvez poursuivre jusqu'à 7 jours si vous n'avez pas ces critères d'amélioration. Et au-delà de 7 jours, il faut vraiment que ce soit justifié par peut-être un abcès pulmonaire ou la présence d'une pleurésie. Est-ce qu'il y a déjà des prescripteurs qui font J3? Pas encore. Demain. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça un peu trop précoce, que c'est un changement un peu brutal, ou on va vous montrer un peu les données après, mais... Alors, ouais, c'est la question qu'on se posait, comment vous organisez, vous Question plus pour vous. Conseillez que ce soit arrêté à J3. Comment vous expliquez au patient qui lui a eu des symptômes à qui vous avez déjà expliqué qu'en gros ces symptômes sont dus à l'infection qui est d'origine bactérienne, d'où l'antibiotique, que là il doit arrêter son antibiotique même s'il a d'autres symptômes qui persistent encore? Est-ce que ça ne crée pas des rejets où le patient il est réfractaire et en soit à la pharmacie de ville on ne dispose pas au comprimé? Donc, ça veut dire qu'il a encore une plaquette chez lui potentiellement et ça risque de continuer à prendre son traitement parce qu'il se dit 23 jours, je peux encore me permettre 2-3 jours de plus. Alors, moi, Cham, je vais te répondre sur le côté pharmaceutique, puisque j'espère que nos collègues officinaux font le même boulot que nous à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on explique aux patients le pourquoi de la durée de l'antibiothérapie et que prendre plus ou moins, c'est pas bien. Donc ça sera un début de réponse. Tu le soulèves bien, la plaquette, enfin la dispensation pas à l'unité en officine, ça reste un vrai problème. Contrairement à quand on fait des médicaments de rétrocession où nous on va bien délivrer à l'unité, ce qui n'est pas le cas en ville. Donc tu as raison, si le patient il a 1 gramme x 3 QSP 3 jours,
Là, on va lui donner 9 comprimés, c'est des plaquettes de 8, il va repartir avec 16 comprimés à la maison, donc il en aura un certain nombre d'avance. Moi, je pense qu'il y a un côté pédagogique. Les antibiotiques, il faut que les patients comprennent aussi finalement, il y a un relais apporté par le médecin généraliste, par le pharmacien d'officine, enfin par tous les professionnels de santé, sur cette durée qui est quand même importante, hein. Quentin l'a bien dit au départ, il y a tout ce qui est concept One Health, et finalement, de prendre plus ou de rejeter, ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables. Et après, sur le côté, est-ce que le patient va prendre plus ou pas? Je vais laisser le clinicien répondre, mais C'est vrai qu'en utilisation, mais c'est plus simple parce qu'on on n'est pas vérifié la boîte du patient chez lui et puis il sort la plupart du temps quand on arrête à J3, c'est ils sont sortants. Par contre, sur le côté vraiment clinique, ils vont vraiment mieux à J3, souvent ils voient la différence. Et quand on arrête finalement les critères très objectifs, parce que c'est des critères qui ont été utilisés dans les études et il fallait des critères objectifs qu'on peut pas mettre en avant le bon sens clinique du médecin. Mais finalement, ce qui ressort, je pense, le message, c'est que un patient qui va mieux, qui sent mieux, qui a plus de fièvre, qui respire normalement, ils le disent, hein, les patients, ils sont transformés en 48-72 heures, on le voit tout de suite. Souvent, ils remangent bien, ils vont à nouveau bien. Et donc, il n'y a aucun souci, en tout cas, pour leur dire, vous êtes guéri de votre infection. La toux, effectivement, elle peut persister jusqu'à 6 semaines. Il faut bien leur expliquer parce que souvent, c'est vrai que c'est un motif un peu de questionnement par rapport à la toux. Bon, le foyer de crépitance, ça inquiète surtout le médecin. Le patient, lui, ça l'inquiète pas trop. Les petits signaux bronchiques, ça peut aussi les inquiéter, mais pareil, hein, ça va un peu avec la toux, ça peut persister. Et l'explication, c'est de leur dire que ça va s'améliorer au fil des semaines, que ça peut durer un peu plus longtemps, mais c'est des signes post-infectieux inflammatoires liés à l'inflammation qui vont rentrer dans l'ordre progressivement. Mais que s'ils n'ont pas de fièvre, pas de frissons, qui respirent normalement, qui se sentent de mieux en mieux, qui sont plus asthéniques, en fait, c'est qu'ils sont guéris. Est-ce que éventuellement, parce que donc ça c'est la partie théorique, où, globalement on a des études de fort niveau de preuve qui nous permettent quand même d'y aller de manière assez rassurée. Nous, en tant que cliniciens, enfin, je veux dire, c'est quand même la première chose à faire, c'est ce que je vais pas faire moins bien. Donc on a quand même un niveau de preuve qui est quand même assez élevé. Maintenant, il y a quand même l'application pratique de ça. Comment est-ce que vous voyez l'application pratique de ça? Parce que je pense que ça, c'est une question importante. Comment vous imaginez faire si demain vous voulez faire du J3? Là, la question préalable que je voudrais faire, c'est lever la main, ceux qui revoient le patient à 72 heures. Systématiquement. Ouais. Parce que, on va dire, ça c'est un enjeu probablement. C'est un enjeu probablement de l'applicabilité. Il y a deux choses. Il y a le patient. Ça va être un vrai enjeu de savoir d'un point de vue scientifique quelle est l'acceptabilité, parce que on va dire il y a des raisons dans les deux sens, et probablement la manière dont ça lui est vendu, ça va être extrêmement important. Mais il y a quand même l'application pratique. Je veux dire, je pense qu'on déborde pas de créneaux de consultation vide. Voilà, c'est un vrai enjeu. C'est vrai que nous, quand on fait l'enseignement sur les pathologies potentiellement graves comme ça, on dit qu'il faut faire une réévaluation clinique à 48-72 heures de ces patients, parce que c'est quand même pas rien de faire une vraie pneumopathie. Mais voilà, l'applicabilité, ça veut dire quand même qu'il faut pouvoir à un moment dire au patient, ça veut dire qu'il faut quelque part lui filer une SAT, ou alors on part du principe que s'il se sent mieux, c'est qu'il a tous les critères, mais c'est une hypothèse. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez un peu ça en pratique? Parce que moi, on va dire, c'est peut-être moi personnellement la limite que je vois, c'est comment on met ça en pratique. Parce que le patient, effectivement, il va avoir ses traitements. On va pas lui prescrire 3 jours et les 2 jours d'après, on va lui faire que s'il revient, qu'on lui refait une ordonnance. Je pense que ça, c'est extrêmement lourd et en fait, on va mettre des barrières et on risque d'avoir des loupés. Donc voilà, c'est plus là, moi, où je me questionne un petit peu par rapport à ces recommandations sur l'applicabilité. Et je pense qu'on aura besoin de vos retours, justement, pour ces situations-là. Mais déjà, si là, à l'idée, comment est-ce que vous voyez vous organiser pour faire ça? Je pense que si vous les revoyez systématiquement à J3, c'est facile. Mais si c'est pas le cas, se pose la question de J5. Parce que c'est pareil, si vous les voyez à J3 et que c'est pas encore nickel, il faut les revoir à J5 si on veut le faire. Et donc, je suis pas sûr que le J5, pour le coup, soit réellement appliqué. C'est pareil, est-ce que ça évoque des réflexions? Ouais. Dans 3 jours, c'est-à-dire pendant 3 jours, arrêt à J3 si absence de platine et flexion. Ouais. Avec les consignes sur ordonnance, oui. Ouais. Oui. Absolument. Tout à fait capable, comme c'est arrivé.
d'antibiothérapie dans 48 heures si votre gamin a encore son de fièvre. Si un peu dit, les patients, c'est quand même moins demandeurs d'antibiotiques qu'il y a quelques années. L'antibiotique, c'est pas automatique, ça a été la meilleure publicité, la meilleure campagne de la CPM depuis super longtemps. Les gens sont quand même moins demandeurs. Enfin, ceux qui sont demandeurs. Ouais. Je pense qu'on peut marquer sur une ordonnance 5 jours et arrêt, 3 jours si absent de température supérieure. Oui, vraiment, c'est la pédagogie autour de la prescription. Alors, ça risque de poser des petits soucis quand la prescription est faite aux urgences et qu'on va dire aux patients, envoyez votre médecin avant AJ3, mais ça, c'est la vraie vie. Ok. D'autres remarques par rapport à ça? Je vais laisser Adéo montrer le niveau de preuve. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été effectuées sur les durées de l'antibiothérapie dans la pneumopathie aiguë communautaire. Et c'est des études pour la plupart qui ont démontré une non-infériorité. On a 3 méta-analyses qui ont comparé l'efficacité de l'antibiothérapie dite longue, c'est-à-dire supérieure à 7 jours, à des traitements courts, 3 à 7 jours. Et il n'y avait aucune différence en termes d'efficacité. Donc, que vous mettez 3 jours, 5 jours, 7 jours, c'est vraiment la clinique qui va vous orienter. C'est pas parce que le patient va prendre plus longtemps qu'il ira forcément mieux. Et on n'oublie pas, on n'oublie pas tout ce qui est perturbation de la flore digestive. Plus tu en consommes, plus tu vas déséquilibrer ta flore, plus tu vas faire des diarrhées à Clostridium difficile, tu auras des effets secondaires. Et il y a des antibiotiques qui s'éliminent au niveau, qui passent au niveau digestif, un endroit très polymicrobien. Donc, il y a des résistances qui vont se développer. Et en fait, la crainte, c'est que d'ici quelques années, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, on aura de super pouvoirs pour diagnostiquer les infections, mais malheureusement, on n'aura pas d'armes pour abattre les bactéries. Et shorter is better. Prolonger une antibiothérapie de manière non justifiée peut être vraiment délétère et chaque dose compte. Faut vraiment l'avoir en tête. Donc, pour récapituler un peu tout ça, dans la pneumopathie aiguë communautaire en ambulatoire, l'imagerie, la radiographie thoracique d'emblée, mais dans la vraie vie, on fait ce qu'on peut. Si on peut l'avoir dans les 72 heures, c'est très bien. Mais si on ne l'a pas, c'est pas grave. Il ne faut pas retarder le diagnostic ni le traitement. Et l'échographie pulmonaire, bon, si on a des professionnels qui sont expérimentés, et s'il y a une mauvaise évolution dans 72 heures, on s'assure bien que le patient ait bien pris le bon antibiotique à la bonne posologie et correctement. Et en ce moment, on pourra faire un scanner. Ou si le patient a des facteurs de risque de développer un cancer du poumon, on n'oublie pas de faire un scanner au moins 2 mois après l'épisode infectieux. Et la biologie, comme on l'a dit tout à l'heure, pas vraiment d'intérêt de faire la biologie de façon systématique. Et dans les cas, de façon générale, s'il n'y a pas de comorbidité, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vise le pneumocoque et l'antibiothérapie qui marche sur le pneumocoque, c'est l'amoxicilline et pas l'augmenté. Donc vraiment, en première intention, c'est l'augmentant. Et si on a des comorbidités qui existent bien dans le tableau, il ne s'agit pas du diabète, ni de l'asthme, ni de l'âge isolé, en ce moment, on mettra de l'augmentant. Et l'âge avancé, l'asthme ne sont pas considérés comme des comorbidités. Et quand on a des critères pour une pneumopathie causée par des bactéries atypiques comme des signes extra-respiratoires, un contexte épidémique, en ce moment, on ira, ou si on a une non-amélioration dans 48 à 72 heures sous un traitement par les bêta-lactamines qui ne marche pas, en ce moment, on ira sur les macrolides. Ou d'emblée sur les macrolides, si on vraiment a les arguments qu'il faut. Et la durée, c'est 3 jours. Si l'évolution est favorable, à 3 jours, on a les critères d'amélioration, sinon 5 jours, voire max 7 jours. Dès que vous dépassez 7 jours, ce n'est plus de l'ambulatoire, il faudra réorienter le patient. C'est pareil. C'était plus débattable en tout cas, parce que le niveau de preuve est beaucoup plus faible. Mais le message, c'était qu'en tout cas, il n'y avait pas d'argument non plus pour dire que plus faisait mieux que moins bien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études dédiées sur les atypiques. Globalement, la plupart des situations, ça va être amox ou augmentin qui ne marchent pas sur les atypiques. Donc en fait, on ne va pas se poser la question comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, ils vont être en échec normalement à J3 d'augmentin ou d'amox.
La question, c'est s'il y avait un diagnostic de, par exemple, un mycoplasme, ou cliniquement, c'est évident. Est-ce qu'on peut faire 3 jours sur un mycoplasme, par exemple? Il n'y a pas eu d'études spécifiques, en tout cas, sur les atypiques. Il faudra peut-être qu'on vérifie ce point-là, mais en tout cas, ils ont mis tout dans le même panier dans la recommandation. Alors, dans les 2 grosses études, il y avait notamment une étude française où ils avaient tout poulé, c'était vraiment tous les âges, tous les patients. Et il y avait aussi, ils n'avaient pas fait de la part des choses entre intracellulaire et bactéries classiques. Et du coup, la conclusion était qu'en tout cas, enfin, pour moi, ce que j'en avais retenu, c'était que Ouais. faire 3 jours n'était pas une erreur si l'évolution est favorable. Et souvent, l'azithromycine aussi, c'est sur 3 jours Oui. qu'on le prescrit. C'est ça, aussi. Ouais. Mais dans la reco, ils ne font pas ce distinguo. La sinusite, la durée reste très longue, parce que enfin, 10 jours, temps. Et pour les pneumopathies, justement, on tend vraiment à diminuer et a priori vers les organismes. Alors, je pense que là, l'enjeu de ces dernières années, c'est vraiment, on va vers la diminution dans toutes les pathologies, avec de plus en plus d'études qui essayent de montrer qu'il y a une non-infériorité de faire moins. D'ailleurs, bientôt, je vous spoil un peu, mais il y aura, ce sera l'occasion d'une nouvelle soirée, mais les infections urinaires, c'est en cours de préparation, avec des petites révolutions aussi, des durées très courtes, notamment chez l'homme, qui vont arriver, avec la cystite de l'homme qui arrive, qui fait tomber un dogme qu'on a, vous n'avez pas de cystite de l'homme. Donc, ouais, je pense qu'il y a des dogmes qui tombent au fur et à mesure. Je pense que la sinusite, il y a alors déjà, chaque pathologie a des physiopathologies différentes. Je pense aussi que les sinusites, c'est quand même moins fréquent, moins étudié et moins. Enfin, je ne sais pas s'il y a des études récentes, moi j'en ai pas vu en tout cas sur les sinusites sur les durées courtes. S'il y a des choses qui montraient des échecs de durée plus courte, donc c'est pas dit que dans les prochaines années on aille vers le moins. Et après, il y a aussi chaque pathologie est quand même différente. Et la physiopathe des sinusites est aussi différente de celle des pneumonies. Je ne suis pas sûr, en tout cas, que vous voyez moins de sinusite que de pneumopathie, mais néanmoins, aujourd'hui, on n'a pas d'études, à ma connaissance, de fort niveau de preuve. Parce que, en fait, ce qui permet quand même d'aller dans cette direction-là, c'est d'avoir des études à fort niveau de preuve. Et c'est ça qui est important, parce que sinon, en fait, on a du mal à faire avancer les choses. Après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de plateformes de recherche en médecine générale, notamment aussi, qui vont vraiment permettre de pouvoir aussi répondre, parce que ces patients-là, c'est pas des patients qu'on voit en pratique. Les études là, c'est des infectiologues de l'hôpital qui ont fait des études de non-infériorité, et en fait, il y a besoin des plateformes de recherche de médecine générale pour faire avancer justement les choses en médecine générale. Ouais. Ah. Alors, la question des durées trop courtes égale risque de résistance. Les études ont plutôt montré le contraire. Hein. Alors, quand la non-infériorité est démontrée. C'est-à-dire que, effectivement, en fait, il faut trouver la bonne durée. L'idée, c'est pas à un moment donné, on va faire. Il y a eu des études, par exemple, il y avait l'essai ProstaShort qui avait essayé de comparer 7 jours versus 14 jours dans les prostatites aiguës. Eh ben, il n'y avait pas de non-infériorité démontrée. Et en fait, selon la situation clinique dans laquelle on est, si on fait moins que ce qui est recommandé, là, on s'expose potentiellement à des risques de résistance. Et l'idée, c'est de trouver la bonne durée, mais c'est pas le seul critère, c'est la bonne durée pour avoir, c'est le bon antibiotique pour la bonne bestiole dans le bon site infectieux à la bonne concentration. Et donc, si on n'a pas tout ça qui arrive, on sera dans des situations de risque de résistance. La recherche, justement, s'évertue à trouver quelle est la bonne durée, pas forcément à démontrer que c'est toujours le plus court. Il y a un moment donné où ça marche pas. Et pour le risque de sélection de résistance, ça va être surtout le principal facteur, ça va être la concentration adaptée. Ça a vraiment été montré plus que la durée. Alors ça dépend des molécules et des bactéries, mais on est vraiment surtout sur la concentration par rapport à la CMI de la bactérie. Il y a d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Vas-y, Marin, pour la. Ou je sais pas qui fait la petite pour l'ambassadeur. Alors du coup, donc là, je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, on a vu, avaient répondu, vous étiez d'accord pour vous abonner à nos mailing lists, comme ça on tient au courant un peu des nouveautés en maladies infectieuses
et locale et aussi plus globale sur les nouvelles recommandations, sur un peu nos actions qu'on met en place. Si ça vous intéresse d'avoir un rôle encore plus proactif, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail. Et l'idée, c'est d'avoir des ambassadeurs du bon usage. Si ça vous intéresse de participer à des projets dans lesquels vous pouvez participer, peu importe, hein, comme on s'adresse à tout le monde, ville, hôpital, EHPAD, que vous soyez, peu importe, pharmacien, médecin, dentiste, infirmier, infirmière. Vraiment, c'est tous les professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous voyez qu'il y a des gens motivés par cette problématique qui veulent participer. Nous, on est preneurs de créer vraiment un réseau et puis de créer des projets après ensemble sur des problématiques. Si vous voyez des problématiques et vous avez des idées pour lancer des projets, on est vraiment preneurs de toutes vos idées. Et du coup, n'hésitez pas à nous écrire. Il y avait un commentaire et une question en ligne que je voulais traiter avant qu'on conclue. Donc il y avait un commentaire: GPR est dispo sur le Vidal directement. C'est vrai que c'est vraiment intégré dans le Vidal. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est plus disponible. On avait regardé il y a quelques jours. C'est même plus disponible en dehors du Vidal. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, si évolution défavorable à 72 heures, quel délai pour faire le scanner? Je pense que la réponse, c'est le plus vite possible. Je pense que là, le principe de réalité, on se heurte au principe de réalité. Mais personnellement, moi, si je devais, je sais pas pour vous, mais moi, si j'étais amené à le demander, je le demanderais dans les 48 heures. Si, en absence de critères de gravité, sinon c'est aux urgences. Bon, on va pouvoir conclure. Alors, on avait prévu aussi un petit point vaccination, mais on va trop déborder, on pourra vous transmettre. On avait senti, hein, de toute façon, que ça allait pas le faire. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. C'était important pour nous d'avoir du monde comme ça. Merci également aux personnes qui sont en ligne, qui se sont connectées. Merci à nos partenaires hein, qui nous soutiennent. Merci au CHU aussi pour ce bel amphithéâtre et pour le petit pot qui nous